Chers amis, bonjour et bienvenue sur Avis TV avec Joséphine Zibi. Dans la précédente conférence, la 5e, je vous ai présenté la naissance des disciplines que nous avons aujourd'hui comme étant l'une des résultantes de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. L'événement fut tel que il fallait qu'on comprenne. Et pour comprendre, on a tout simplement créé des lignes disciplinaires qui sont encore aujourd'hui les nôtres dans le domaine des sciences humaines, la sociologie, la psychologie, disons l'ethnologie, l'anthropologie, ainsi de suite, y compris, comme on verra plus tard dans Genèse et Civilisation, on verra que même l'exégèse biblique provient aussi de cette même ligne, de cette même époque où on veut comprendre le passé qu'on rencontre en Afrique, dont on n'a aucune idée comment le comprendre. Mais aussi, à partir d'un certain moment, ce passé qu'on rencontre en Afrique va vraiment interroger les Européens. Mais ces livres que nous avons, ils sortent d'où? Comment les comprendre à partir de maintenant? Ce qui va donner, en tout cas pour les études bibliques, la critique littéraire des livres bibliques. Et avec elle, l'exégèse biblique. Et toutes les difficultés qui vont suivre. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé, je vous ai promis de vous présenter ces choses qu'on n'aurait jamais dû abandonner. Parce qu'au moment où les humanistes et les philosophes du 19e siècle, du 18e, 19e siècle, entreprennent, suite au développement des sciences humaines, ils entreprennent pratiquement de tuer la religion. On a vu que c'était un passé désuet et qu'à partir de ces sciences-là, on se propose de construire un être humain autre. Sur le plan disciplinaire, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance et de la création des savoirs, il va y avoir une option fondamentale. Cette option, c'est la définition de l'écriture que nous avons aujourd'hui et que nous continuons aujourd'hui encore d'apprendre à l'école. Moi, je l'ai apprise et tous nos enfants apprennent pareil. Cette définition, c'est celle qui dit « l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes ». Effectivement, l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes. Mais le problème, c'est pas là. Le problème est, à partir du moment où on nous dit cela, l'option fondamentale que font les auteurs de cette définition, parce que cette personne qui a défini cette écriture s'appelle Philippe Berger, c'est un Français. L'option que fait Philippe Berger,
c'est de dire les pictogrammes, ça n'était pas la vraie écriture. Donc, tout ce qui relève de ces pictogrammes, on n'en a plus besoin. La seule chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est les caractères tels que nous les avons, et ça nous suffit. Et même, je vais vous dire, il appelle ces pictogrammes qui sont en réalité les vraies clés de notre écriture jusqu'à aujourd'hui encore. Il appelle ces pictogrammes des aberrations superstitieuses. Et c'est parce qu'il s'agissait des aberrations superstitieuses léguées par les prêtres, comme il dit Philippe Berger, qui rétrogradaient dans leur superstition. Et c'est pour cela qu'il faut couper avec ce passé pour ne retenir que la vraie écriture. Ainsi donc, nous nous retrouvons devant un passé muet. Parce qu'on n'en fera plus jamais, jamais cas. Nous sommes devant un passé dont se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Pourquoi? Parce que l'écriture a été définie en rupture exclusive, on appelle. Exclusive. On ne fait plus cas de ces pictogrammes. Nous nous contentons de l'évolution que nous avons reçue en héritage et on ne veut plus avoir affaire avec ce passé taxé d'aberrations superstitieuses. La question, quand je dirais, posons la question. La question est, que devient notre histoire si on la comprend, non pas en rupture exclusive telle que M. Berger nous le propose? Que devient notre histoire si on comprend cette histoire-là en rupture et continuité avec notre passé réel? Parce que le passé réel, c'est ce que je vous ai dit dans la dernière, disons précédemment, la première caractéristique de l'oralité, c'est de transmettre ce que j'ai reçu tel que je l'ai reçu. La rupture que fait le 19e siècle en définissant l'écriture en rupture exclusive avec le passé qu'il a constitué, nous a mis dans un non-sens complet. J'ai mis 30 ans pour le comprendre. Et quand j'arrive à l'université et que je que je demande à travailler le passage des civilisations orales aux civilisations écrites, tout le monde me dit, c'est pas possible. C'est un domaine à jamais perdu. Vous comprenez pourquoi, par l'acharnement, je me suis dit, si je ne comprends pas cet endroit, je ne comprendrai donc jamais d'où je viens, d'où mes ancêtres sont partis. Or, c'est cette définition qui nous met dans une grande difficulté de compréhension de notre passé. Et c'est cela, la première partie, ou plutôt la deuxième partie.
de Jeunesse et Civilisation. Comment on comprend notre histoire en partant cette fois-ci de sa vraie histoire qui part d'Égypte, mais qui ne part pas seulement d'Égypte, qui part du Sahara, puisque à ce moment-là, dès lors qu'on dit les Africains partent du Sahara pour aller coloniser le reste du monde, jamais on n'avait eu un outil, jamais on n'avait eu un moyen d'illustrer ce parcours. Jamais. Et pourquoi? Non pas parce qu'il n'y a pas d'objets, des vestiges, mais parce que ces vestiges étaient coupés du train de l'histoire. On ne les a pas rattachés à l'histoire générale. Ils sont restés muets au Sahara, sur les pierres là-bas, alors que ce qu'on voit au Sahara, c'est ce qu'on voit ensuite partout. Comment on comprend que ce commencement qui est là, qui se voit, n'a jamais été raccordé au train de l'histoire? C'est cela que vient faire Jeunesse des Civilisations. Et quand on raccorde ce passé commun de l'humanité qui part du Sahara au reste de ce qui est advenu, je vous assure, on en reste éberlué. Et pour savoir comment ça se passe, effectivement, il faut aller lire Jeunesse des Civilisations. Parce que c'est là qu'on se dit, mais cette bonne femme, elle ne raconte pas juste des bobards. C'est aussi pour cela que j'ai pris soin, non pas d'aller dans les grandes universités, je ne sais pas où, mais vraiment de parler à Monsieur Tout-le-Monde devant ce petit écran. Mais Monsieur Tout-le-Monde, parce que sincèrement, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec toutes les générations, les grands-parents, les parents et les enfants, nous nous retrouvons presque dans la situation de devoir réapprendre un peu ensemble notre propre histoire. Cette première étape va nous amener à la deuxième étape, qui est donc ce que je dis là. Comment ça se présente concrètement? Quels sont les éléments qui nous permettent de dire, mais tiens, ce qu'on trouve au Sahara, sur les pierres rupestres du Sahara, se trouve en Égypte, en Mésopotamie, en Europe. Et quels sont les indices indiscutables qui nous permettent de l'affirmer? Ça sera l'objet de la prochaine conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.